En 1396, l'Europe chrétienne fait face à une menace qui la glace d'effroi. Le sultan ottoman Bayezid Ier, surnommé l'Éclair pour la vitesse fulgurante de ses conquêtes, ne se contente plus de grignoter les Balkans. Il assiège Constantinople, le dernier rempart de la chrétienté orientale. Ses armées ont écrasé les Serbes à Kosovo en 1389, puis soumis la Bulgarie. Les janissaires, ces soldats d'élite formés dès l'enfance, sèment la terreur partout où ils passent. À Constantinople, l'empereur Manuel II Paléologue se rend à l'évidence. Son empire millénaire est à l'agonie. Les murailles titanesques de la capitale byzantine ne suffiront pas face aux canons ottomans. Il envoie des messagers dans toutes les cours d'Europe. Le message est clair. Sans aide occidentale, Constantinople tombera. Et après Constantinople, plus rien n'arrêtera Bayezid. Rome sera sa prochaine cible, il l'a juré. En Hongrie, le roi Sigismond de Luxembourg comprend qu'il est en première ligne. Son royaume subit déjà les raids turcs. Ses paysans fuient leurs villages incendiés. Ses nobles exigent une réaction. Sigismond sait qu'il ne peut agir seul. Il faut mobiliser l'Occident, organiser une croisade massive. En juin 1395, ses ambassadeurs arrivent à Paris avec un message dramatique. Bayezid projette d'anéantir la chrétienté tout entière. À Paris, l'ambassade hongroise trouve une cour divisée. Le roi Charles VI sombre régulièrement dans la folie depuis 1392. Ces crises de démence laissent le royaume à la merci des ambitions de ses oncles. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, voit dans cette croisade une opportunité en or. Son duché prospère grâce aux richesses de la Flandre et de l'Artois. Mais il lui manque quelque chose d'essentiel, le prestige militaire qui forge les dynasties légendaires. Philippe calcule rapidement. Une croisade victorieuse propulserait sa maison au sommet de la noblesse européenne. Mais il a déjà 60 ans. C'est trop vieux pour chevaucher jusqu'en Hongrie et combattre les Turcs. Il prend alors une décision audacieuse. Son fils Jean, comte de Nevers, dirigera l'expédition. Le jeune homme n'a que 24 ans, mais c'est justement son avantage. S'il échoue, on imputera la défaite à son inexpérience. S'il triomphe, il deviendra un héros et la gloire rejaillira sur toute la dynastie bourguignonne. Philippe ne lésine pas sur les moyens. Il puise dans les caisses du duché pour équiper somptueusement l'armée. Les chroniqueurs décrivent des tentes luxueuses, des armures rutilantes, des destriers caparaçonnés d'or. C'est une démonstration de puissance autant qu'une expédition militaire. Le duc veut que toute l'Europe comprenne. La Bourgogne est riche, puissante, incontournable. L'appel à la croisade électrise la noblesse française. Depuis la trêve avec l'Angleterre, les chevaliers s'ennuient mortellement. La guerre de 100 ans leur offrait l'occasion de prouver leur valeur. Maintenant, ils végètent dans leur château. Cette croisade arrive à point nommé. Enfin, ils vont pouvoir combattre pour la gloire et pour Dieu. Les plus grands noms de France répondent présents. Jean de Vienne, amiral de France, vétéran endurci des guerres contre l'Angleterre. Jean le Mingre dit « Boucicaut, maréchal de France, réputé pour son courage insensé. Guy de la Trémoille, conseiller favori de Philippe le Hardi, Philippe d'Artois, connétable de France. Enguerrand de Coucy, l'un des seigneurs les plus puissants du royaume. Au total, près de 10 000 hommes s'engagent, dont 1 millier de chevaliers et d'écuyers. Mais ce ne sont pas que des Français. Des Allemands, des Anglais, des Tchèques, des Polonais, des Espagnols affluent. Les chevaliers hospitaliers envoient un contingent sous les ordres de Philibert de Naillac. Venise et Gênes promettent une flotte pour contrôler le Danube. Cette coalition impressionnante devrait rassembler près de 100 000 combattants une fois jointes aux forces hongroises. En avril 1396, l'armée française quitte Dijon dans un déploiement de faste qui stupéfie les populations. Les chroniqueurs rapportent que certains chevaliers emportent des lits à baldaquin, des services de vaisselle en argent, des tonneaux de vin fin. On se croirait en route vers un tournoi plutôt que vers une guerre contre le plus redoutable empire de l'époque. La traversée de l'Allemagne se transforme rapidement en cauchemar pour les habitants. Les soldats français pillent systématiquement les villages sur leur passage. Ils prennent ce qu'ils veulent, violant les femmes, incendient les maisons de ceux qui résistent. Les chroniqueurs de l'époque tentent de justifier ces exactions en parlant de discipline relâchée, mais la vérité est plus sombre. Beaucoup de croisés considèrent que tout leur est dû. En juillet,
l'armée arrive enfin à Buda, capitale hongroise. Sigismond accueille les Français avec tous les honneurs. Des banquets somptueux célèbrent la jonction des forces. Dans les grandes salles du palais royal, les seigneurs français et hongrois lèvent leur coupe à la victoire prochaine. L'atmosphère est à l'optimisme. Comment une telle coalition pourrait-elle échouer? Sigismond tente pourtant de tempérer les ardeurs. Il connaît les Turcs, lui. Il les a affrontés à plusieurs reprises. Il sait leur discipline, leur tactique, leur férocité. Il propose une stratégie défensive. Attendre Bayezid sur des positions préparées, le forcer à attaquer, user son armée. Mais Enguerrand de Coucy, porte-parole des chevaliers français, rejette cette idée avec mépris. Les mots de Coucy résonnent comme une condamnation. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour nous terrer comme des lapins. Nous irons conquérir toute la Turquie et ensuite l'Empire de Perse. » Les autres Français applaudissent. Ils sont venus chercher la gloire, pas attendre passivement. Sigismond comprend qu'il a perdu la bataille avant même qu'elle ne commence. Ces chevaliers français sont magnifiques, courageux, mais dangereusement arrogants. L'armée descend le long du Danube. La route vers Nicopolis est jalonnée de victoires faciles. À Vidin, les croisés emportent la ville sans difficulté. À Rachova, actuelle Oria-Hovo, en Bulgarie, la garnison ottomane résiste davantage. Quand la ville tombe enfin, les croisés massacrent une grande partie de la population. Contre l'avis de Sigismond, ils gardent environ 1000 habitants en otage. Cet épisode marque le début d'une tension croissante entre Hongrois et Français. Sigismond observe avec inquiétude le comportement de ses alliés. Ils accumulent les erreurs tactiques. Dans leur marche, ils négligent de prendre certaines citadelles sur leurs flancs. Des messagers ottomans en profitent pour filer prévenir Bayezid de l'approche de l'armée chrétienne. Le sultan, qui assiège Constantinople, apprend ainsi qu'une immense force se dirige vers ses possessions danubiennes. Mi-septembre, les croisés arrivent devant Nicopolis. La ville se dresse fièrement sur sa colline dominant le Danube. Ses murailles doubles et ses tours imposantes en font un verrou stratégique majeur. Le gouverneur turc, Doğan Bey, a bien approvisionné la place. Il sait qu'il peut tenir longtemps. Les croisés tentent quelques escalades. Échec. Ils creusent une sape pour miner les murailles. Échec encore. Sans machine de siège, ils ne peuvent forcer les défenses. Le siège s'installe, et avec lui, une atmosphère de confiance aveugle. Les nobles français transforment le camp en une sorte de cour itinérante. On fête, on boit, on joue. Les tentes somptueuses abritent des banquets qui durent jusqu'à l'aube. Certains chevaliers pensent que Bayezid est loin, peut-être même de l'autre côté du Bosphore, voire en Asie mineure. Cette suffisance les rend sourds aux alertes. Les fourrageurs, ces soldats chargés de ramener du foin pour les chevaux, commencent à signaler des mouvements de troupes turques. Boucicaut, dans une réaction qui deviendra tristement célèbre, ordonne de battre ou mutiler ceux qui rapportent ces nouvelles alarmistes. Il ne veut pas que la peur se répande dans le camp. Cette décision catastrophique prive l'état-major d'informations cruciales. Ce que les croisés ignorent, c'est que Bayezid a été parfaitement informé de leurs mouvements. Le duc de Milan, Gian Galeazzo Visconti, joue un double jeu. Il nourrit une rancœur tenace contre la France qui s'oppose à ses ambitions sur Gênes. Il envoie donc aux Ottomans des messages détaillés sur la composition et la position de l'armée chrétienne. Certains historiens évoquent aussi des courriers interceptés destinés à l'empereur byzantin. Bayezid réagit avec la rapidité qui lui a valu son surnom de « éclair ». Il lève le siège de Constantinople et fond sur Nicopolis avec une armée de plus de 100 000 hommes. Les janissaires marchent en ordre parfait. La cavalerie légère des Sipaïs, ces redoutables cavaliers turcs, couvre les flancs. Les vassaux serbes de Stefan Lazarevitch apportent leur cavalerie lourde, terrible sur le champ de bataille. Le 23 septembre, Sigismond finit par envoyer le comte Jean de Marotte en reconnaissance. Le comte revient avec une nouvelle qui glace l'état-major. L'armée ottomane est rassemblée près de Tirnovo, à une centaine de kilomètres. Une journée de marche. Les habitants de Nicopolis, du haut de leurs murailles, apprennent la nouvelle et explosent de joie. Leurs cris de liesse résonnent jusqu'au camp chrétien. Étrangement, le commandement chrétien refuse d'y croire. Il reste persuadé que Bayezid n'attaquera pas. Cette obstination dans l'erreur défie la raison. Peut-être est-ce l'orgueil qui les aveugle.
Peut-être ne peuvent-ils concevoir qu'un sultan turc ose affronter la fine fleur de la chevalerie européenne. Le 24 septembre au soir, la réalité les rattrape brutalement. Des éclaireurs confirment que l'armée ottomane a établi son camp à 5 km de Nicopolis. Le chaos s'empare du camp chrétien. Certains chevaliers sont encore attablés pour le dîner. D'autres sont ivres. La confusion règne. Dans ce moment de panique, une décision terrible est prise. Tous les prisonniers de Rachova sont exécutés. Les 1000 otages sont égorgés méthodiquement. Même les chroniqueurs européens, pourtant prompts à excuser les croisés, qualifient cet acte de barbarie inutile. Toute la nuit, les croisés se préparent fébrilement. Les forgerons martèlent pour réparer les armures endommagées. Les écuyers sanglent les destriers. Les prêtres entendent les confessions. L'ambiance festive a cédé la place à une tension palpable. Certains chevaliers commencent à réaliser qu'ils vont affronter une armée professionnelle, aguerrie, commandée par l'un des plus grands stratèges de l'époque. Sigismond tente une dernière fois d'imposer une stratégie raisonnable. Il propose de placer l'infanterie hongroise et valaque en première ligne. Ces soldats connaissent les tactiques turques. Derrière, la cavalerie lourde française pourrait charger au moment opportun. Sur les flancs, les Transylvains et les Valaques assureraient la couverture. Une stratégie défensive, prudente, qui maximise les chances de victoire. Mais Jean de Nevers et ses chevaliers rejettent violemment ce plan. Ils exigent de former l'avant-garde. C'est une question d'honneur. Eux, la fine fleur de la noblesse française, acceptaient de se placer derrière des fantassins hongrois? Impensable. Enguerrand de Coucy, Guy de la Trémoille, Boucicaut, tous soutiennent cette revendication. Sigismond cède. Il n'a pas le choix. S'il insiste, les Français pourraient même refuser de combattre. Mircea Ier, prince de Valachie, tente également d'intervenir. Il a déjà affronté les Turcs à plusieurs reprises. Il connaît leurs ruses, leurs pièges. Il supplie qu'on l'écoute. Mais Jean de Nevers refuse de tenir compte de ces observations. Comment un prince valaque pourrait-il enseigner la guerre aux chevaliers français? Boucicaut, Jean de Vienne et Coucy soutiennent Mircea, mais ils sont minoritaires. L'aube du 25 septembre se lève sur un champ de bataille où deux mondes vont s'affronter. D'un côté, la chevalerie médiévale européenne, avec ses armures étincelantes, ses bannières claquant au vent, son code d'honneur rigide. De l'autre, l'armée ottomane, disciplinée, tactiquement supérieure, commandée par un sultan qui a passé sa vie à conquérir. Bayezid a disposé ses troupes avec un soin méticuleux. En première ligne, il place de l'infanterie légère, les azabs, ces archers peu équipés mais mobiles. Devant eux, un champ de pieux acérés plantés dans le sol, camouflé par l'herbe haute. Ces obstacles sont invisibles pour des cavaliers chargeant au galop. Derrière cette première ligne sacrifiable, les janissaires attendent, arc à la main. Et derrière une colline, soigneusement dissimulée au regard, se tient la véritable armée ottomane. La cavalerie lourde, turque et serbe, des dizaines de milliers d'hommes prêts à fondre sur l'ennemi. Les Français ne voient moins que la première ligne ottomane. Ils ricanent. Ces quelques milliers d'archers mal équipés, c'est tout ce que le sultan peut aligner? La déception le dispute au mépris. Jean de Nevers ordonne la charge. Les trompettes sonnent, les tambours battent. Près de 1000 chevaliers français, montés sur leurs puissants destriers, s'élancent en hurlant leurs cris de guerre. Le spectacle est grandiose. Ces chevaliers en armure complète, lancent au poing, forment un mur d'acier qui dévale vers l'ennemi. Le sol tremble sous les sabots. Les bannières flottent. C'est la quintessence de la guerre médiévale, la charge de cavalerie lourde qui a fait la réputation de la noblesse française. Puis vient le choc. Les premiers chevaux s'empalent sur les pieux cachés. Les montures se cabrent, hennissent de douleur, s'effondrent. Les chevaliers sont projetés au sol. Leurs lourdes armures les transforment en cibles presque immobiles. Les azabs turcs, ces fantassins légers qu'ils méprisaient, se précipitent avec des dagues pour finir les chevaliers tombés. Mais les Français sont des guerriers exceptionnels. Malgré le piège, malgré les pertes, ils se relèvent. Démontés, ils chargent à pied. Dans une rage indescriptible, ils enfoncent la ligne des azabs. Ces fantassins turcs, peu armés, ne peuvent tenir face à des chevaliers en armure complète. Ils rompent, fuient en désordre. Les Français les pourchassent, ivres de rage et de soif de vengeance. Jean de Nevers combat comme un lion. Il tranche, frappe,
tue tout ce qui se présente devant lui. Autour de lui, Boucicaut, Guy de la Trémoille, Philippe d'Artois font des prodiges. Ces hommes sont des machines de guerre. Leur entraînement depuis l'enfance, leurs armures perfectionnées, leurs forces physiques exceptionnelles en font des adversaires redoutables. Ils percent la ligne des Azabes, puis affrontent la cavalerie légère ottomane qui tentait de les déborder. Là encore, ils triomphent. Grisés par cette double victoire, les Français poursuivent l'ennemi en fuite. Ils gravissent une colline, toujours en pourchassant les fuyards turcs. Ils pensent avoir gagné. Derrière eux, l'armée hongroise de Sigismond n'a pas bougé. Les Français se sont lancés seuls, sans soutien, sans réserve. C'est exactement ce que Bayezid attendait. Au sommet de la colline, les chevaliers français découvrent l'horreur. Derrière la hauteur, parfaitement dissimulée jusque-là, se déploie l'immense armée ottomane. Des dizaines de milliers de sipahis, la cavalerie lourde turque, les régiments de janissaires, encore frais, et surtout, la terrible cavalerie serbe de Stefan Lazarevitch, ces chevaliers orthodoxes vassalisés par Bayezid, aussi lourdement armés que les Français. Les chevaliers français réalisent qu'ils sont tombés dans un piège magistral. Ils sont à pied, épuisés par le combat précédent, essoufflés par la montée de la colline, isolés du reste de l'armée chrétienne. Face à eux, une armée fraîche et supérieure en nombre les encercle méthodiquement. Le massacre commence. Les sipahis chargent par vagues successives. Les janissaires criblent les Français de flèches. La cavalerie serbe enfonce les flancs. Jean de Vienne, l'amiral de France, tombe sous les coups. Regnault de Roye est abattu. Des dizaines, puis des centaines de chevaliers s'effondrent. Leurs armures, qui devaient les protéger, deviennent leurs tombeaux sous le soleil brûlant. En contrebas, Sigismond voit le désastre se produire. Il lance ses troupes pour tenter de sauver les Français. L'infanterie hongroise s'élance courageusement. Mais c'est trop tard. L'armée ottomane est trop nombreuse, trop bien positionnée. Et quand la cavalerie serbe de Stefan Lazarevitch charge les Hongrois, la balance penche définitivement. Les contingents valaques et transylvains, voyant la bataille perdue, désertent le champ de bataille. Leur prince Mircea, qui avait tenté d'avertir les Français de ne pas charger inconsidérément, choisit de sauver ses hommes, plutôt que de les sacrifier inutilement. Les Hongrois, désormais en infériorité numérique écrasante, ne peuvent rien faire. Sigismond prend la décision la plus difficile de sa vie. Il fuit. Escorté par Philibert de Naïac et quelques chevaliers hospitaliers, il se ferait un chemin jusqu'au Danube. Une barque l'attend. Il embarque sous les flèches turques et rejoint la flotte vénitienne qui mouille en aval. Sa fuite lui sera reprochée pendant des années, mais elle était la seule option rationnelle. Capturé, il n'aurait servi à rien. Vivant, il peut continuer à défendre son royaume. Sur le champ de bataille, les chevaliers français capitulent les uns après les autres. Jean de Nevers, épuisé, couvert de sang, se rend. Boucicaut jette son épée. Philippe d'Artois lève les mains. Enguerrand de Coucy, celui qui avait tant insisté pour partir en croisade, est capturé. Des milliers de soldats chrétiens se rendent également, espérant avoir la vie sauve contre rançon. Le 26 septembre, au matin, le vrai cauchemar commence. Bayezid a perdu beaucoup d'hommes dans la bataille. Les chevaliers français, malgré leur défaite, ont tué plusieurs milliers de soldats ottomans. Le sultan est furieux. Il se souvient aussi du massacre des 1000 otages de Rachova, égorgés la veille de la bataille. Tous les prisonniers chrétiens sont amenés devant le sultan. Ils sont forcés de se dévêtir complètement, une humiliation calculée. Nus, ils doivent défiler un par un devant Bayezid et décliner leur identité. Le sultan pose une seule question à chacun. « Quelle est ta fortune? Peux-tu payer une rançon ?» Ceux qui sont jugés trop pauvres sont immédiatement décapités. Les bourreaux travaillent méthodiquement. Les têtes roulent dans la poussière. Le sang coule en ruisseaux. Les cris d'agonie résonnent pendant des heures. Environ 3000 prisonniers sont massacrés de cette manière. Jean de Nevers et les autres nobles français, forcés d'assister au spectacle, comprennent l'horreur de leur défaite. Bayezid épargne finalement environ 300 prisonniers. Tous sont des nobles de haute naissance. Jean de Nevers, Enguerrand de Coucy, Boucicaut, Philippe d'Artois, Guy de la Trémoille, le comte de Eu. La liste comprend la fine fleur de l'aristocratie française. Le sultan fixe des rançons astronomiques.
Pour Jean de Nevers seul, il exige 100 000 florins, soit environ 350 kg d'or. Pour l'ensemble des 24 prisonniers de très haut rang, la somme totale atteindrait 200 000 ducats. Les prisonniers sont emmenés en Anatolie. Le voyage est épouvantable. Certains meurent en route de maladie ou d'épuisement. Philippe d'Artois ne reverra jamais la France. Enguerrand de Coucy, l'homme qui avait convaincu les chevaliers de partir en croisade, décède avant même sa libération. Leur captivité durera des mois dans des conditions dégradantes. En France, un chevalier picard nommé Jacques de Hély arrive au galop à la cour. Il apporte la terrible nouvelle. L'armée croisée a été anéantie. Les plus grands seigneurs sont morts ou prisonniers. Le fils du duc de Bourgogne est aux mains des Turcs. La stupeur laisse place à la consternation. Philippe le Hardi, qui avait financé cette expédition pour la gloire de sa maison, doit maintenant trouver une somme colossale pour racheter son fils. Le duc emprunte 100 000 florins à son conseiller italien Dino Rapondi. D'autres banquiers génois et vénitiens participent au financement. Des seigneurs français se cotisent. C'est une véritable hémorragie financière. La rançon de Jean de Nevers représente plusieurs années de revenus du duché de Bourgogne. Mais Philippe n'a pas le choix. Sans héritier, sa dynastie s'éteindrait. Les négociations traînent pendant des mois. Bayezid joue avec les nerfs des familles. Il menace régulièrement de mettre ses prisonniers à mort si les paiements tardent. Finalement, en juin 1397, les Français libérés arrivent à Mytilène, dans les îles grecques. Dino Rapondi, le banquier qui a prêté l'argent, accompagne personnellement le rapatriement. En octobre, le groupe atteint Venise. En janvier 1398, Jean de Nevers peut enfin regagner la France. On s'attendrait à ce que Jean de Nevers rentre penaud, humilié par sa défaite. C'est tout l'inverse. C'est le 23 février 1398, il fait une entrée triomphale à Dijon. Les cloches sonnent, la population l'acclame. Des banquets somptueux célèbrent son retour. Le 10 mars, il est reçu à Paris par le roi Charles VI. Le 17, il salue sa mère à Arras. Le 22, son père l'attend à Gand pour une nouvelle cérémonie grandiose. Comment expliquer ce paradoxe? Comment un homme qui a mené ses troupes au désastre peut-il être accueilli en héros? La réponse réside dans le fonctionnement de la propagande médiévale. Philippe le Hardi a investi des fortunes dans cette croisade. Il ne peut pas admettre l'échec. Il faut donc transformer la défaite en épopée. Jean gagne le surnom de Jean sans peur. Les chroniqueurs racontent qu'il s'est battu avec une vaillance exceptionnelle, qu'il a tenu tête aux masses turques, qu'il a sauvé ses compagnons. Ces récits occultent soigneusement sa responsabilité dans la charge suicidaire qui a mené au désastre. La bravoure individuelle efface les erreurs stratégiques. La cour bourguignonne orchestre une vaste campagne pour rejeter la faute sur d'autres. Sigismond, qui a fui le champ de bataille, devient le bouc émissaire idéal. On l'accuse de lâcheté, de trahison même. Les Valaques et les Transylvains, qui ont déserté, sont également blâmés. Cette version arrange tout le monde en France. Elle permet de préserver l'honneur de la chevalerie française. Jean Froissart, le chroniqueur le plus célèbre de l'époque, contribue puissamment à cette mythification. Ses chroniques présentent l'expédition de Nicopolis comme une geste héroïque. Il insiste sur le courage des chevaliers, minimise leurs erreurs, transforme la débâcle en tragédie noble. Son récit sera lu dans toutes les cours d'Europe. Il façonnera la mémoire collective de l'événement. Cette transformation narrative a des conséquences profondes. Au lieu de tirer les leçons tactiques de la défaite, la noblesse française s'enferre dans ses certitudes. L'arrogance qui a causé le désastre de Nicopolis persistera. 19 ans plus tard, en 1415, la même chevalerie française chargera inconsidérément à Azincourt contre les Anglais. Et elle subira une défaite encore plus catastrophique, avec des milliers de morts parmi la haute noblesse. Boucicaut lui-même, qui a survécu à Nicopolis, tombera dans le même piège à Azincourt. Certains historiens notent que le roi Henri V d'Angleterre, peut-être informé par des vétérans de Nicopolis, préparera un plan de bataille similaire à celui de Bayezid. Et Boucicaut, incroyablement, chargera une nouvelle fois sans réfléchir. La bataille de Nicopolis marque un tournant décisif dans l'histoire européenne. Elle signe la fin des grandes croisades. Certes,
il y aura encore quelques expéditions modestes au XVe siècle. En 1444, la croisade de Varna tentera de nouveau d'arrêter les Ottomans. Elle échouera encore plus lamentablement. Mais après Nicopolis, l'idée même de mobiliser toute l'Europe contre les Turcs devient chimérique. Pour les Balkans, les conséquences sont dramatiques. Les nations chrétiennes de la région comprennent qu'elles ne peuvent compter sur aucune aide occidentale. Elles devront désormais affronter seules la puissance ottomane. La Hongrie mènera pendant des siècles des guerres d'arrière-garde contre les Turcs. La Serbie, la Bulgarie, la Valachie tomberont successivement sous domination ottomane. Constantinople tient encore un demi-siècle. Manuel II Paléologue parvient à négocier avec Bayezid, puis profite de l'affaiblissement temporaire de l'Empire ottoman après la défaite de Bayezid face à Tamerlan en 1402. Mais le répit n'est que provisoire. Le 29 mai 1453, Mehmed II, petit-fils de Bayezid, s'empare enfin de Constantinople. L'empire byzantin millénaire s'effondre. La ville devient Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. La France perd à Nicopolis une génération de commandants militaires. Certains meurent au combat, comme Jean de Vienne. D'autres périssent en captivité, comme Enguerrand de Coucy et Philippe d'Artois. Ceux qui reviennent sont financièrement ruinés par les rançons. Ces pertes affaiblissent le royaume à un moment critique, alors que la guerre de Cent Ans reprendra bientôt. Pour Jean de Nevers, devenu Jean sans peur après la mort de son père en 1404, Nicopolis est paradoxalement un atout politique. Son surnom lui confère un prestige militaire incontestable. Il l'utilisera pour s'imposer à la cour de France. En 1407, il fera assassiner son rival Louis d'Orléans, le frère du roi. Cet acte plongera la France dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, conflit qui durera jusqu'à son propre assassinat en 1419 à Montereau. Sigismond, malgré la défaite, ne souffre guère politiquement. Les accusations de lâcheté ne l'empêchent pas de poursuivre une brillante carrière. En 1433, il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Il règne jusqu'à sa mort en 1437. Mais son royaume de Hongrie devient la ligne de front contre les Ottomans. Pendant plus de 2 siècles, les Hongrois mèneront des guerres incessantes pour contenir l'expansion turque. Pour l'Empire ottoman, Nicopolis représente une victoire stratégique majeure. Bayezid prouve que son armée peut écraser une coalition européenne. Cette démonstration de force dissuade toute nouvelle tentative de croisade à grande échelle. Les Ottomans peuvent désormais se concentrer sur leur expansion dans les Balkans sans craindre d'intervention occidentale massive. La victoire ottomane a également une dimension symbolique puissante. Pour les musulmans de l'époque, elle prouve que l'ère des croisades est révolue. Pendant 2 siècles, les armées chrétiennes ont envahi le Proche-Orient, établi des royaumes croisés, menacé les centres du pouvoir islamique. Nicopolis démontre que le rapport de force s'est inversé. Désormais, c'est l'islam qui avance et la chrétienté qui recule. Rétrospectivement, la bataille de Nicopolis offre de nombreux enseignements sur l'évolution de l'art militaire à la fin du Moyen Âge. Elle illustre le choc entre 2 conceptions de la guerre. D'un côté, la chevalerie européenne, attachée aux valeurs féodales d'honneur individuel et de bravoure. De l'autre, l'armée ottomane, organisée professionnellement, disciplinée, tactiquement sophistiquée. Les Français arrivent à Nicopolis avec une armée magnifiquement équipée, mais indisciplinée. Chaque seigneur commande ses propres hommes. Il n'y a pas de véritable hiérarchie militaire. Les décisions se prennent par consensus entre nobles et ce consensus favorise toujours l'option la plus téméraire. Proposer la prudence est considéré comme un signe de lâcheté. À l'inverse, l'armée de Bayezid fonctionne comme une machine. Les janissaires sont des soldats professionnels, entraînés depuis l'enfance, obéissant aveuglément à leur commandant. Les sipahis, bien que cavaliers, acceptent de jouer un rôle tactique précis plutôt que de charger pour leur gloire personnelle. Cette discipline permet à Bayezid d'élaborer des plans complexes, comme le piège tendu aux Français. La bataille révèle aussi l'importance cruciale du renseignement militaire. Bayezid est parfaitement informé des mouvements croisés grâce au duc de Milan et à ses propres espions. Il sait où sont les croisés, combien ils sont, qui les commande. À l'inverse, les croisés avancent presque à l'aveugle. Ils ignorent où se trouve Bayezid jusqu'au dernier moment. Pire,
ils refusent d'écouter les rapports qui contredisent leurs certitudes. La supériorité tactique ottomane est écrasante. Bayezid utilise le terrain à son avantage, dissimule ses forces principales, attire l'ennemi dans un piège. Les Français, eux, ne conçoivent la guerre que comme une succession de charges frontales. Leur code d'honneur les empêche même d'envisager une stratégie défensive. Accepter de laisser les Hongrois en première ligne serait une humiliation. Pourtant, ces leçons ne seront pas tirées. La noblesse française continuera à privilégier la bravoure individuelle sur l'efficacité collective. À Azincourt en 1415, puis à Verneuil en 1424, elle subira de nouvelles défaites catastrophiques en répétant les mêmes erreurs. Il faudra attendre Jeanne d'Arc et les réformes de Charles VII pour que l'armée française commence à se professionnaliser. Du côté ottoman, Nicopolis confirme la supériorité du modèle militaire développé par Mourad Ier et perfectionné par Bayezid. Les janissaires, recrutés par le Devshirme, prélèvement d'enfants chrétiens, formés rigoureusement, constituent une force sans équivalent en Europe. Ce système perdurera pendant des siècles et permettra aux Ottomans de dominer militairement le bassin méditerranéen. La bataille de Nicopolis marque profondément la culture européenne. Elle devient un sujet de prédilection pour les chroniqueurs, les poètes, les artistes. Jean Froissart consacre de longues pages de ses chroniques à l'événement. Philippe de Mézières, conseiller de Charles V, écrit en 1397 une épître lamentable et consolatoire adressée à Philippe le Hardi. Dans cette lettre, Philippe de Mézières analyse les causes de la défaite. Il pointe l'orgueil, la luxure, la convoitise qui ont remplacé les vertus chevaleresques. Selon lui, les croisés ont échoué parce qu'ils ont trahi les idéaux de la croisade. Ils cherchaient la gloire personnelle, pas la défense de la chrétienté. Cette interprétation morale devient dominante dans les années suivantes. Les manuscrits enluminés de l'époque représentent la bataille de manière stylisée. Les miniaturistes montrent des chevaliers en armures éclatantes affrontant des Turcs vêtus d'exotiques costumes orientaux. Ces images occultent la réalité brutale du massacre. Elles transforment la défaite en spectacle esthétique. Les commanditaires de ces manuscrits, souvent des descendants des participants, veulent préserver l'honneur de leurs ancêtres. Philippe le Bon, fils de Jean sans peur, né justement en 1396, l'année de la bataille, perpétuera l'intérêt de la maison de Bourgogne pour l'Orient. En 1454, lors du fameux banquet du Faisan, il jurera solennellement de partir en croisade pour reprendre Constantinople aux Turcs. Cette croisade ne verra jamais le jour, mais l'engagement symbolique renforce le prestige de la dynastie bourguignonne. Les historiens des siècles suivants interpréteront Nicopolis de manière très diverse. Pour certains, c'est la preuve de la décadence de la chevalerie médiévale. Pour d'autres, c'est un exemple de bravoure face à l'adversité. Les romantiques du XIXe siècle y verront une geste héroïque, un dernier baroud d'honneur de la chevalerie face à la marée ottomane. La mémoire de Nicopolis s'estompe progressivement dans l'histoire populaire occidentale. Contrairement à d'autres batailles célèbres comme Azincourt ou Crécy, elle ne devient pas un symbole national. En Bulgarie et en Roumanie, en revanche, elle reste présente dans la mémoire collective comme le début de plusieurs siècles de domination ottomane. Bayezid Ier profite peu de sa victoire. 6 ans après Nicopolis, en 1402, il affronte Tamerlan, le conquérant mongol, près d'Ankara. Cette fois, c'est lui qui tombe dans un piège. Son armée est anéantie. Lui-même est capturé. Les récits affirment qu'il meurt en captivité, peut-être dans une cage dorée, humilié par Tamerlan. Son empire sombre dans une guerre civile entre ses fils qui dure plus d'une décennie. Jean sans peur devient duc de Bourgogne en 1404. Il use de son surnom et de son prestige de croisé pour s'imposer à la cour de France. Homme politique habile et sans scrupules, il fait assassiner Louis d'Orléans en 1407. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon qui s'ensuit déchire la France pendant plus d'une décennie. En 1419, il est assassiné à son tour lors d'une entrevue avec le dauphin Charles à Montereau. Son meurtre pousse son fils Philippe le Bon à s'allier aux Anglais, prolongeant ainsi la guerre de 100 ans. Boucicaut, libéré de captivité, continue sa carrière militaire. Il participe à la défense de Constantinople entre 1399 et 1402.
tenant parole de secourir les Byzantins. Il combat ensuite en Italie, puis revient défendre la France contre les Anglais. Et c'est en 1415, à Azincourt, il tombe une nouvelle fois dans un piège tactique similaire à celui de Nicopolis. Cette fois, il est capturé par les Anglais. Il meurt en captivité en Angleterre en 1421, sans avoir jamais revu la France. Sigismond poursuit une carrière politique brillante malgré les accusations de lâcheté. Il devient empereur du Saint-Empire en 1433. Il joue un rôle majeur dans le concile de Constance qui met fin au grand schisme d'Occident. Mais il ne parvient jamais à organiser la revanche contre les Ottomans. Son royaume de Hongrie reste en guerre permanente contre les Turcs jusqu'à sa mort en 1437. Stefan Lazarevitch, le prince serbe qui combattit aux côtés de Bayezid, reste vassal des Ottomans tout en tentant de préserver une certaine autonomie pour son peuple. Il meurt en 1427. Après lui, la Serbie sombre progressivement sous domination ottomane complète. Elle ne retrouvera son indépendance qu'au XIXe siècle. Manuel II Paléologue, l'empereur byzantin dont l'appel a déclenché la croisade, survit encore 30 ans. Il voyage en Europe occidentale en 1399 à 1400, suppliant les cours de lui envoyer de l'aide. Mais après Nicopolis, personne ne veut plus risquer une armée contre les Turcs. Il meurt en 1425, laissant à son fils Jean VIII un empire réduit à Constantinople et quelques territoires en Grèce. Ce sera Constantin XI, dernier empereur byzantin, qui tombera en défendant les murailles de Constantinople en 1453. Les descendants des croisés de Nicopolis portent le poids de cette défaite pendant des générations. Certaines familles ne se relèvent jamais financièrement des rançons payées. D'autres perdent leurs héritiers, tués dans la bataille ou mortes en captivité. Mais dans les chroniques familiales, dans les récits se transmis de père en fils, Nicopolis devient une épopée, un moment de gloire plutôt qu'un désastre. Cette transformation de la mémoire illustre un phénomène récurrent dans l'histoire humaine, notre capacité à sublimer les défaites, à les transformer en gestes héroïques. Les croisés de Nicopolis ont commis des erreurs tactiques catastrophiques, ont ignoré les conseils de prudence, ont chargé aveuglément dans un piège évident. Mais leur bravoure individuelle, indéniable, permet de construire un récit alternatif où ils deviennent des héros tragiques plutôt que des victimes de leur propre arrogance. La bataille de Nicopolis reste gravée dans l'histoire comme le jour où la dernière grande croisade s'est brisée contre la puissance ottomane. 10 000 hommes, dont 1 millier de chevaliers parmi les plus nobles de France, sont partis conquérir l'Orient. La plupart ne sont jamais revenus. Ceux qui ont survécu sont revenus brisés, financièrement ruinés, hantés par les images du massacre. Cette défaite marque la fin d'une époque. L'ère des croisades, qui avait duré 2 siècles, s'achève dans le sang et l'humiliation sur les rives du Danube. L'Europe chrétienne doit accepter une réalité douloureuse. Elle ne peut plus imposer sa volonté en Orient. Les Ottomans sont désormais la puissance dominante, et ils continueront leur expansion pendant des siècles. Pour la France, Nicopolis est un tournant stratégique. La fine fleur de sa chevalerie a péri ou a été capturée. Les rançons ont vidé les caisses de nombreuses familles nobles. Cette saignée affaiblit le royaume au moment où il doit faire face à la reprise de la guerre de 100 ans. Les leçons tactiques de la bataille ne sont pas tirées, condamnant la chevalerie française à répéter ses erreurs à Azincourt. Pour les Balkans, c'est le début de plusieurs siècles de domination ottomane. Les peuples chrétiens de la région comprennent qu'aucune aide ne viendra d'Occident. Ils devront survivre seuls, négocier avec leurs conquérants, préserver ce qui peut l'être de leur culture et de leur foi. Constantinople tiendra encore un demi-siècle, mais son destin est scellé. La bataille révèle aussi le fossé grandissant entre 2 conceptions de la guerre. La chevalerie européenne reste attachée aux codes féodaux, où l'honneur individuel prime sur l'efficacité tactique. L'armée ottomane incarne une approche plus moderne, professionnelle, disciplinée. Ce fossé ne fera que se creuser dans les décennies suivantes, condamnant la noblesse européenne à de nouvelles défaites. Finalement, Nicopolis nous enseigne les dangers de l'arrogance et du mépris de l'ennemi. Les chevaliers français sont partis convaincus de leur supériorité innée. Ils ont refusé d'écouter ceux qui connaissaient les Turcs. Ils ont ignoré les signes avant-coureurs du désastre. Cette hybris les a conduits droit dans le piège de Bayezid, et leur sang a coulé sur une terre étrangère,
loin de la gloire qu'ils étaient venus chercher.